Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Aujourd'hui, dans cette vidéo de la série sur l'isotopie, on va parler du fonctionnement des bijoux de technologie que sont les spectromètres de masse. Si vous voulez comprendre l'utilité de l'isotopie et comment préparer les échantillons avant l'utilisation du spectromètre, je vous conseille de voir les épisodes précédents. Nous allons quand même résumer. Les atomes existent sous différentes formes nommées isotopes. Les différents isotopes ont différentes masses car leur noyau ne contient pas le même nombre de protons et de neutrons. Par exemple, ici nous avons un atome de carbone 12 qui contient 6 neutrons et 6 protons, ce qui fait en tout une masse de 12. Chez le carbone, on a également par exemple le carbone 13 ou encore le carbone 14. Les isotopes peuvent être stables, comme le carbone 12 et le carbone 13, ou instables, comme le carbone 14. On dit alors qu'il est radioactif. Les isotopes radioactifs et leurs atomes fils issus de leur désintégration sont utilisés pour dater des objets et des roches. Quant aux isotopes stables, ils sont utilisés pour étudier les fractionnements isotopiques. Un fractionnement a lieu lors de réactions chimiques. Il s'agit de la sélection préférentielle d'un isotope, généralement selon sa masse. Par exemple, le carbone 12 est plus léger que le carbone 13, et il est préférentiellement utilisé dans les tissus vivants, car les isotopes légers demandent généralement moins d'énergie pour être mobilisés. On peut alors utiliser les isotopes stables pour mesurer des températures et humidités du passé, comprendre le régime alimentaire d'espèces éteintes ou de civilisations disparues, étudier la migration des animaux, ou encore l'origine de roches terrestres ou de météorites. Pour plus de détails, rendez-vous dans cette vidéo. Alors tout ça c'est très intéressant, mais encore faut-il savoir comment analyser les isotopes. Et c'est là qu'interviennent les spectromètres de masse. Comment ces machines fascinantes peuvent-elles bien séparer les isotopes ? Eh bien, rappelez-vous, les isotopes ont une masse différente. C'est en jouant sur ce paramètre que les spectromètres séparent les atomes. Mais pour les manipuler, il faut cependant les ioniser, c'est-à-dire les transformer en ions. En effet, les atomes se composent d'un noyau chargé positivement, entouré d'électrons chargés négativement, le tout étant neutre. Lorsqu'ils perdent ou gagnent un ou plusieurs électrons, les atomes sont chargés et on les appelle alors des ions. Dans notre cas, on va utiliser des ions qui ont perdu des électrons et qui sont donc chargés positivement. Ainsi, ils vont réagir au champ magnétique et être attirés par les pôles négatifs et repoussés par les pôles positifs des amis. La première étape est donc de ioniser l'échantillon. Ceci peut se faire par chauffage à haute température ou encore par abrasion par un faisceau d'ions sur l'échantillon solide. Mais ici, nous allons nous intéresser à un type particulier de spectromètre, les ICP-MS, ou Induced Coupled Plasma Mass Spectrometer, qui utilise un plasma pour ioniser l'échantillon. Oui, du plasma. Ces machines sont super stylées. Mais avant, une machine automatique prélève l'échantillon qui se trouve sous forme liquide. Pour ne pas le contaminer, le tube de prélèvement est rincé dans de l'acide nitrique dilué. Ensuite, il aspire l'échantillon grâce à une pompe et l'injecte dans le nébulisateur. Ce dernier transforme en micro-gouttelettes l'échantillon en soufflant du gaz, de l'argon, à haute pression. Les gouttelettes pourront enfin être injectées dans le spectromètre. Pour utiliser des échantillons solides, certains ICP-MS peuvent également pratiquer de l'ablation laser pour les introduire dans la machine. L'échantillon va ensuite arriver dans la torche à plasma. À la sortie de la torche se trouve un ressort dans lequel circule un courant de haute fréquence, de 27 à 40 MHz, qui génère un puissant champ magnétique. Ceci utilise un gaz, de l'argon. A noter que l'argon ne brûle pas, il n'y a pas de flamme, juste un gaz qui se disperse. Une étincelle à haut voltage arrache alors des électrons à de l'argon. Ces électrons libres vont alors être accélérés par le champ magnétique et leur trajectoire en forme de boucle va les amener à rentrer en collision avec le gaz qui est injecté dans la torche et leur arracher des électrons. Le gaz devient alors un plasma, c'est-à-dire une soupe d'ions à très haute température. Les gouttelettes d'échantillons sont ionisées par ce plasma à environ 10 000 degrés. La torche en verre est refroidie par un fluide d'argon non ionisé sur le bord extérieur pour la protéger de cette température extrême. Les ICP-MS utilisent de l'argon car son énergie de ionisation est élevée, supérieure à celle de la plupart des éléments. En d'autres termes, il est capable d'ioniser la plupart des atomes existants. La seconde étape est l'accélération des isotopes dans une chambre sous vide. Maintenant chargés, les isotopes vont pouvoir interagir avec le champ magnétique de puissants électroaimants. Ces derniers vont permettre d'accélérer les atomes et de les focaliser en un faisceau à l'aide de cônes et de lentilles magnétiques. Regardez comment ces cônes ont été malmenés par le plasma chaud propulsé à grande vitesse.
Les cônes permettent une transition entre la torche et une chambre sous vide. Et ce vide est important, car il permet d'éviter les collisions entre l'air et les ions accélérés. La troisième étape est la plus importante. C'est elle qui permet de séparer les isotopes. La méthode de séparation dépend du type de spectromètre. Dans le cas des MC-ICP-MS, les Multi-Collector Induced Plasma Mass Spectrometer, un puissant aimant dévie le faisceau d'ions. Les isotopes légers sont plus facilement déviés. De même, plus l'ion est chargé, plus il va être dévié. Ainsi, un ion ayant 2 charges plus sera plus dévié qu'un ion n'en ayant qu'une seule, car il interagit plus avec le champ magnétique. Ainsi, le faisceau se sépare en plusieurs qui chacun possède des atomes ayant un rapport masse-sur-charge propre. Par exemple, l'ion du strontium 87 2+, possède une masse de 87 pour une charge de 2+, et a donc un rapport masse-sur-charge de 43,5. Pour le mesurer, il suffit donc de mettre un capteur sur la trajectoire du faisceau de masse 43,5. L'énorme électroaimant qui dévie les isotopes chauffe tellement qu'un système de refroidissement à eau lui est associé. Les QICP-MS sont un autre type de spectromètre qui utilise un quadripôle. Il s'agit de barres dans lesquelles un courant oscille. Ces oscillations induisent un champ magnétique qui dévie les ions leur donnant une trajectoire complexe hélicoïdale. Selon la fréquence d'oscillation, certains ions se sont éjectés et d'autres parviennent à traverser le quadripôle jusqu'au capteur. En changeant la fréquence d'oscillation et la tension du quadripôle, on peut ainsi sélectionner les ions les uns après les autres selon leur rapport masse-sur-charge. Enfin vient l'étape de la mesure. Dans le cas des QICP-MS que je viens de présenter, on a besoin d'un seul détecteur, car on sélectionne les ions les uns après les autres. Mais dans le cas des MC-ICP-MS, les ions sont dans différents faisceaux. On va donc devoir mesurer tous les faisceaux simultanément. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle un multicollecteur. À l'intérieur se trouvent des cages de Faraday qui sont des capteurs. On peut les déplacer de façon à intercepter le faisceau de masse voulu. Par exemple, la masse 43,5 pour le strontium 87. Lorsqu'un ion est réceptionné par une cage de Faraday, celle-ci génère une impulsion électrique. Ainsi, la machine mesure une intensité en coups par seconde, c'est-à-dire le nombre d'ions interceptés par seconde pour chaque cage. Pour étudier un rapport isotopique, il suffit de faire le rapport d'intensité entre deux cages. Par exemple, le rapport strontium 87 sur strontium 86 est donné par la division des cages alignées sur les faisceaux de masse sur charge 43,5 et 43. Enfin, pour mieux comparer ces rapports avec ceux d'autres études scientifiques, on normalise la valeur avec la mesure d'un standard international. On obtient alors une notation dite en delta. Un delta de 0 signifie qu'on n'a aucune différence par rapport au standard international. Une valeur positive signifie que l'on a un enrichissement en éléments lourds par rapport au standard, et une valeur négative signifie qu'on a un enrichissement en éléments légers. En résumé, les spectromètres de masse fonctionnent en différentes étapes. La première est le prélèvement de l'échantillon et sa nébulisation pour obtenir des petites gouttes. La seconde est l'ionisation de l'échantillon grâce à la torche à plasma. La troisième, c'est la focalisation et l'accélération des ions. La quatrième, c'est la séparation de ces ions grâce à un quadripôle ou grâce à un aimant. Et enfin, on arrive à la dernière étape qui est la mesure. Le principe a l'air simple, mais des interférences viennent compliquer les mesures. On a par exemple les interférences isobariques, qui interviennent lorsque deux isotopes différents ont le même rapport masse sur charge. Ainsi, le strontium 87 2+, et le rubidium 87 2+, ont tous les deux un rapport de 87 sur 2, c'est-à-dire 43,5. Lorsque les faisceaux se séparent, ces deux isotopes restent dans le même faisceau et sont donc indiscernables. Pour corriger ce biais, on peut mesurer le rubidium 85 2+, à la masse 42,5. On calcule ainsi la quantité de rubidium 87 théoriquement présente dans l'échantillon. Pour cela, on prend le rapport d'abondance naturelle moyen entre le rubidium 85 et le rubidium 87. En effet, les variations du rubidium 87 par rapport à la moyenne naturelle sont considérées comme négligeables. Ainsi, en connaissant la quantité de rubidium 87, on n'a plus qu'à soustraire à la masse 43,5 pour pouvoir accéder à la quantité de strontium 87. Les interférences polyatomiques, quant à elles, sont liées à la formation de liaisons entre les atomes. Ainsi, l'association d'un argon 40 avec un calcium 48 avec une charge de 2+,
donne un rapport masse-surcharge de 40 plus 48 divisé par 2, c'est-à-dire 44. Soit le même rapport masse-surcharge que le strontium 88 de plus. Et pour se prémunir des polyatomes, on peut utiliser une cellule de collision. Il s'agit d'une chambre placée à la sortie de la torche qui contient un gaz neutre, comme l'hélium. Les polyatomes vont alors rentrer en collision avec le gaz et ainsi les atomes vont se séparer. La machine est elle-même soumise à des dérives liées à l'usure ou les instabilités. Effectuer des mesures avec est donc très délicat et demande parfois une demi-journée entière rien que pour le réglage de l'instrument. De plus, chaque mesure est en fait la moyenne de 30 mesures consécutives, permettant ainsi d'améliorer la précision. Par ailleurs, les mesures sont effectuées en standard bracketing. Cela signifie que chaque mesure d'échantillon est encadrée par 2 mesures d'un standard, isotopie connue. Ainsi, si l'une des 2 mesures de standard montre une dérive, cela signifie que l'échantillon a été mal mesuré, car la machine s'est déréglée entre-temps. Lorsque tous les réglages sont prêts et que les machines sont bien coopératives, on peut mesurer une centaine d'échantillons par jour, ce qui est quand même pas mal. Ainsi, l'utilisation des machines fascinantes que sont les spectromètres de masse est délicate et demande du temps et des précautions. Mais ces machines sont tellement utiles pour les recherches que tout ce travail vaut bien le coup. Cette vidéo touche à sa fin. Lâchez un pouce en l'air si elle vous a plu et je vous invite à regarder les épisodes précédents si vous ne l'avez pas fait. N'hésitez pas à aller checker l'Instagram et le site de la chaîne. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.